Sabine Melchior-Bonnet, bonsoir. Vous êtes historienne et vous publiez Les grands hommes et leurs mères chez Odile Jacob, puisque dimanche, ce sera la fête des mères. Et les mères, il en est question dans ce livre, puisque vous parlez de leurs fils. Alors, les grands hommes, entre guillemets, hein, vous abordez Louis XIV, Staline, Hitler, Napoléon, Martin Luther King. Quel est le rôle des mamans de chacun de ces grands hommes? Alors, je dirais volontiers, d'une façon générale, qu'il y a deux moteurs, l'amour et l'ambition. Alors, parfois un peu plus d'amour, parfois un peu plus d'ambition. Ça ne va pas toujours ensemble et quelquefois ça échoue. Trop d'amour tue l'amour et trop d'ambition, ça fait porter aux enfants des projets peut-être trop lourds et on arrive quelquefois à des situations incontrôlables. Mais l'amour, pour parler, alors on va parler par exemple de Napoléon. Ce pauvre Napoléon en 7e, lui qui était corse, on l'envoie en Champagne. On se moque de lui parce qu'il avait l'accent, etc. Sa mère, Laetitia, a eu 13 ou 14 enfants. On se dit, mais c'était une mère très dure et qui est capable d'envoyer ses enfants à l'autre bout de la France. Et voilà. Et puis, je te vois plus mon fils, quoi, comme un petit chat. C'est vrai. Et de plus, il quitte un pays absolument avec un climat merveilleux, la mer, pour se retrouver dans le fin fond de la France. C'est pas très agréable, surtout qu'il parle pas le français. Mais je pense qu'aussi... On dit qu'elle est rude, cette femme, Laetitia. Elle est très énergique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il admirera chez elle. Jusqu'à la fin, tout à fait à la fin de sa vie, il dira que sa mère avait un cœur de femme et une tête d'homme, enfin un cerveau, une volonté d'homme. Et elle savait que la seule manière de progresser et d'arriver dans la vie, c'était à cette époque-là par l'instruction. Et toutes mes mères, si je puis dire, depuis Agrippine jusqu'à la mère de Martin Luther King, elles pensent à l'instruction de leur fils. Ah, c'était un sacrifice que de se séparer de son fils pour qu'il ait accès à l'éducation, c'est ça? Oui, mais dans le cas de Laetitia, c'est qu'elle avait, comme famille noble et n'ayant pas d'argent, le roi de France donnait une subvention pour que ses enfants puissent venir faire leurs études en France. Donc elle n'allait pas manquer cette grande... C'est comme une bourse à l'époque. Alors ce qui va dans le sens de votre livre, c'est que c'est vrai, on connaît la mère de Napoléon, il en parle beaucoup. Le père, il s'appelle Charles, moi j'avais oublié. Le père va mourir assez vite, elle va la laisser veuve et donc elle va avoir à élever une kyrielle d'enfants. Et le père était quelqu'un, à l'inverse de la mère, très frivole. C'était lui le côté, l'esprit féminin, il avait des aventures, il était léger, enfin il prenait la vie du bon côté et il est mort brusquement. Et donc elle s'est retrouvée à la tête de sa marmaille. Ouais. Donc la mère, vous diriez, a un rôle plus important que le père dans l'éducation de ces grands hommes? Je dirais pas ça tout à fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de veuves dans mes mères. Parce que les maris vont sur un champ de bataille. Ensuite, au 19e siècle, ils vont au bureau. Et très souvent, et même au 19e siècle où ils peuvent rentrer, mais la mère est au foyer. C'est elle qui décide. Et dès le 18e, j'ai plusieurs exemples de Marmontel, par exemple, qui écrit ses mémoires. Et qui raconte que c'est sa mère qui a tout décidé pour lui, qui l'a poussé à faire des études, qui a été au courant de ses premières amours. Enfin, que c'est vraiment... Vive le modèle des familles monoparentales. Alors finalement, les mères seules arrivent à avoir de très grands hommes. Non, je dis ça parce qu'on s'interroge parfois. C'est dur d'élever, quand on est une mère seule, d'élever son enfant. Ça n'a pas empêché Laetitia d'avoir un empereur. Oui, reste que les hommes tout de même ont, si c'est pas le père, ça peut être un oncle, ça peut être donc les pères sont quand même, les hommes sont quand même là. Et d'ailleurs, j'ajoute que ce qui m'a intéressée, c'est de voir que quand on veut féliciter une mère après coup, dans les mémoires, etc., on dit souvent, au moins jusqu'au XVIIe siècle, que c'est en latin une virago. C'est-à-dire une mère virile, une mère énergique. J'ai ça tout le temps depuis Néron et Agrippine. Agrippine, on dit ça d'elle. On dit ça de la mère de Saint-Augustin, ce qui est inattendu quand même. C'est la patronne des mères, puisqu'on fête les mères. Les mères, ça n'est pas cette image de tendresse. On n'aimait pas ses enfants de la même façon au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Je pense qu'il y a des invariants et que les mères ont toujours aimé leurs enfants. Simplement, on l'exprime ou on ne l'exprime pas. Différemment. Voilà. Et je crois que jusqu'à Rousseau, enfin jusqu'au XVIIIe siècle, une bonne mère, c'est une mère vertueuse et qui s'arrange pour que son enfant ait une bonne instruction et une bonne éducation. Laetitia mourra à 85 ans, oui. 15 ans après son fils Napoléon. Et elle va écrire une lettre aux Anglais au nom de toutes les mères, dit-elle, pour supplier les Anglais de rapatrier les cendres de son fils. Quand elle dit au nom de toutes les mères, c'est parce que ça, c'est une douleur indicible que de survivre à son enfant. Oui. C'est quelque chose de non naturel. De non naturel. Et d'ailleurs, la réciproque pour un enfant de perdre sa mère, je pense à ce qu'a écrit Camus sur la mort de sa mère, c'est également indicible. Je crois que c'est là aussi un invariant. Alors, vous parlez de Hitler et Staline. On apprend que la mère de Staline s'appelait Kéké. Enfin, Ekaterina, surnommée Kéké. Elle voulait faire... Et Staline s'appelait Soso. Soso, voilà. Oui. Et quel était le destin Kéké souhaitait que Staline soit quoi dans la vie?
C'est-à-dire qu'il y avait un père qui buvait, qui tabassait, donc il a disparu. Et quand il rentrait, Staline se cachait pour ne pas le voir. Donc c'est la mère qui avait vraiment de l'emprise sur lui, qui était une mère très sévère. Et qui, c'est grâce à elle qu'il a eu de l'instruction. Il a été dans le primaire et ensuite elle l'a poussé à aller au séminaire, qui était le mode d'éducation, d'instruction des enfants pauvres qui ne pouvaient pas aller. Et l'idée de Kéké, c'était que son fils soit pope, enfin prêtre. Et vous lui dites, en 1935, alors qu'il est déjà en train d'envoyer pas mal de gens au goulag, elle dit, mais mon fils, pourquoi n'es-tu pas prêtre? Oui, je pense qu'il ne répond pas, mais qu'il a gardé une espèce de souvenir de la religion qu'on lui a apprise. 2 enfants très turbulents, Hitler et Staline. Est-ce que c'est parce que les mères n'arrivaient pas à contrôler ces enfants très capricieux, hein, c'est difficile, c'est pas explicable. Même... on va pas affoler toutes les mères qui ont les enfants capricieux, hein, ça ne sera pas forcément des... La mère d'Hitler, elle était émerveillée par son fils, ils s'adoraient, hein, et elle voulait qu'il soit peintre. Enfin, Hitler voulait être... il a gagné un peu sa vie à un moment donné en peignant des cartes postales, et sa mère espérait qu'il serait un grand artiste. Alors... plus réjouissant, vous parlez, enfin plus réjouissant, du destin de Martin Luther King. C'est très émouvant. Vous racontez que Martin Luther King avait un petit copain à l'école qui était un blanc, et un jour il revient de l'école en pleurs et il dit mon petit copain, il veut plus jouer avec moi parce que son papa lui a dit il faut pas jouer avec les Noirs. Oui, il découvre à 6 ans. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas, il découvre la ségrégation. Et en fait, là où il habite, Atlanta, il y a une ségrégation extrêmement violente, alors qu'il y a déjà eu toutes les lois contre la ségrégation raciale. Mais dans certains États, elle est encore pratiquée. Et il découvre qu'il n'a pas le droit de boire à la fontaine, que dans les autobus, il n'a pas le droit de prendre telle ou telle place, que s'il va acheter avec son papa des chaussures, il n'a pas le droit de s'asseoir à cet endroit-là. Et il est horrifié, il se prend à haïr les Blancs. Et puis petit à petit, son père, qui est pasteur, lui explique comment il faut gérer ça pour un enfant, comment il faut se défendre et sa mère lui explique qu'il faut avoir une dignité de soi-même, enfin une confiance en soi-même, et qu'il ne doit rien céder aux autres. Elle va lui apprendre la fierté d'être noir. Voilà, c'est ça. Voilà, et King le dira d'ailleurs, tu ne seras pas un esclave si tu ne penses pas comme un esclave. Et c'est cette fierté qu'elle lui a transmise probablement qui a fait qu'il est devenu Martin Luther King, qui mourra assassiné. Oui, ce que peu de gens savent. Et voilà, 6 ans après son fils, elle meurt assassinée dans l'église où elle joue de l'orgue. Et elle est assassinée par un noir d'ailleurs, mais qui semble être un peu fou. Enfin. Aujourd'hui, les parents, les mères en particulier, se mettent une pression épouvantable pour que leurs enfants réussissent. Est-ce qu'après avoir écrit tous ces portraits, vous diriez, au fond, ça a toujours existé ou c'est quelque chose de nouveau, cette pression qu'on se met pour que ces enfants réussissent? Alors évidemment, mes exemples, quand je prends des régentes, elles sont destinées à former des rois. Donc, il y a moins de compétition. Il y a moins de compétition. Voilà, je crois que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, par rapport même à mon époque, la compétition est devenue bien plus lourde. Et que les mères veulent le meilleur pour leur fils. Mais encore une fois, je crois que trop d'ambition, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il en ressort, c'est que finalement, il n'y a pas de modèle type, hein, vous avez l'air de dire. Il n'y a pas de modèle type. Est-ce qu'on peut dire après avoir lu votre livre, que ces enfants que Napoléon ne serait pas devenu Napoléon s'il avait eu une autre mère? Est-ce que vous ne pouvez pas l'affirmer? Oui, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui font qu'un garçon réussit ou pas. Mais je pense que la mère a tout de même un rôle très important et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre dans les biographies d'hommes politiques si on ne remonte pas à l'histoire familiale. Et à l'inverse, quand est-ce que vous écrivez un livre sur les grandes femmes et le rôle du père? Absolument. J'y penserai. Ça, on pourra vous réinviter pour la fête des pères. Je vous remercie beaucoup, j'y penserai. Voilà. Et en attendant, voilà un beau cadeau pour la fête des mères. Je vous remercie. Donc c'est dimanche. Merci beaucoup Sabine Melchior-Bonnet. Donc je rappelle, historienne, Les grands hommes et leurs mères chez Odile Jacob. Il y a aussi Louis XIV, Néron et bien d'autres. Voilà. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air.